Salut les potos, les supporters de football. Abonne-toi à cette chaîne, tu vas kiffer franchement. Je vais te parler de football tout le temps et on va aborder des sujets un petit peu croustillants, tu vas voir. On va parler surtout d'actualité du football, c'est ce qui compte, hein. Voilà, il y a un petit ballon derrière, un petit ballon vert, j'ai le petit maillot du Mexique. Bon, un hommage à mes racines, à mes origines bien sûr mexicaines et la petite tour Eiffel. On va commencer, je vais te parler, je vais te faire un petit résumé de ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, mes déceptions, ce qui m'a fait vachement kiffer, les équipes qui m'ont le fait plus kiffer pendant ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Je vais pas te mentir, j'ai pas kiffé tous les matchs, j'en ai regardé quelques-uns et tout, mais c'est vrai que j'ai suivi un petit peu à droite à gauche ce qui s'est fait dans les meilleures sélections du monde, et c'est pour ça que je vais te donner un petit peu mon avis sur, et mon opinion bien sûr, sur ce qui m'a fait triper, ce qui m'a fait kiffer, ce qui m'a fait moins kiffer, les équipes qui m'ont déçu, les équipes qui m'ont surpris aussi, les grosses surprises, parce qu'il y en a eu deux. Il y a une équipe qui a éliminé l'équipe de France d'ailleurs, la Suisse. Je vais parler de ça un petit peu. On va commencer par les surprises. Pour moi, quelles ont été les équipes surprises? C'est simple, hein, c'est les deux équipes qui sont qualifiées au détriment de l'Italie et du Portugal, qui sont des grandes nations du football. Ouais, le Portugal, la Seleção, non, la Seleção c'est le Brésil, mais c'est le Joga Bonito le Portugal aussi, avec CR7 et tout. Et la Serbie, qu'est-ce qu'a fait la Serbie? Elle a réussi à se qualifier au détriment du Portugal quand même. C'est pas rien les potos. Ils ont quand même, ils ont terminé deuxième le Portugal. Ils ont engendré une crise au sein du Portugal, au sein du football portugais. Et la Serbie, personne ne les attendait et ils ont réussi à s'imposer 2-1 au stade de la Luz au Portugal, ce qui n'est pas rien. Ça a été une prestation flamboyante, magnifique. J'ai pas de mots pour décrire ça. Et moi, je vais vous parler un petit peu de la Serbie parce que on connaît la Serbie pour deux clubs en particulier, l'Étoile Rouge de Belgrade qui a d'ailleurs joué, qui a affronté le PSG il y a 3 saisons, il me semble, en Ligue des Champions. Il y a le Partizan de Belgrade et il y a des légendes du football serbe, par exemple Savicevic qui a joué au Milan AC, t'as Sinisa Mihajlovic avec sa bête de frappe là, ses frappes enroulées du gauche, c'est super coup franc. Mihajlovic, t'as aussi des mecs comme Stankovic qui a joué à l'Inter, à Lazio. À cette époque, les joueurs serbes s'exportaient très bien en Italie, ils jouaient en Serie A et ils étaient très performants. T'as ces légendes-là, t'as une légende aussi qui est l'actuel sélectionneur de la Serbie, qui est Stojkovic, Dragan Stojkovic, qui jouait au poste de milieu de terrain à l'époque. C'était un bon milieu de terrain, il a joué en Italie, comme presque tous les joueurs serbes apparemment. Et il fait du bon boulot depuis qu'il est à la tête de la Serbie. Il les a qualifiés à la Coupe du Monde. Il faut savoir que c'est une équipe qui se qualifie très souvent en Coupe du Monde et en phase finale des compétitions européennes et des compétitions mondiales. Mais c'est une équipe qui n'arrive pas à gravir les échelons. C'est une équipe qui n'arrive pas à se qualifier en huitième de finale, en quart de finale. Il leur manque... Ils ont pas encore, ils font des exploits par exemple aux éliminatoires comme s'imposer face au Portugal, mais on n'a pas de souvenir encore de la Serbie, de gros souvenirs sur la Serbie en faisant un très bon match contre une grande nation du football en Coupe du Monde. Il faudrait déjà pour moi un des objectifs principaux de la Serbie, ce serait se qualifier en huitième de finale pour la première fois depuis des années. Ce serait un gros objectif. Ils ont les joueurs pour ça en plus. Il faut savoir qu'ils ont des très très bons joueurs la Serbie. Ils ont par exemple des Vlahovic. J'ai vu une rumeur il n'y a pas longtemps là qui disait que le PSG était sur Vlahovic. En même temps, le PSG ils sont sur tous les joueurs qui jouent bien dans le monde. Dès que tu marques un triplé ou tu fais un bon match, le PSG, Leonardo il est derrière toi, il est sur tes côtes, il appelle tes agents et tout. Donc il y a toujours des rumeurs qui courent. On ne sait jamais si c'est vrai, c'est bien fondé, c'est faux. Faudrait savoir, faudrait vérifier. Mais en tout cas, Vlahovic c'est l'attaquant de la Fiorentina. Il cartonne. Il fait que marquer des buts avec la Fiorentina, c'est un joueur exceptionnel et c'est l'attaquant vedette de la Serbie. T'as aussi Mitrovic qui joue à Fulham, c'est un petit peu, il forme le duo avec Vlahovic. T'as Milinkovic Savic, un des meilleurs milieux de terrain au monde et un des meilleurs milieux de terrain de la Serie A du championnat italien. Il joue à la Lazio, vous le connaissez très bien parce que son nom sonnait pour le PSG il y a quelques temps, plus maintenant, mais c'est vrai que je crois qu'on parlait de lui au PSG, à Manchester United, donc c'est un bon joueur. Et t'as Tadic, c'est le football incarné, lui, c'est la technique. Je vous invite à regarder des vidéos sur lui. Il y a un match notamment, il avait joué contre le Real Madrid il y a quelques saisons avec l'Ajax, il avait cartonné le Real, il avait été éblouissant avec ses passes D,
avec ses feintes de corps, ses feintes de frappe. Il a un toucher de balle exceptionnel et lui c'est le meneur des jeux de la Serbie et ça a permis d'ailleurs contre le Portugal grâce à ses 2 passes décisives ça a permis à la Serbie de s'imposer. Donc ils ont des bons joueurs et il leur manque peut-être de réaliser une grosse performance en Coupe du Monde et de se qualifier pourquoi pas en 8e de finale. Ce serait un des objectifs clairs de la Serbie. L'autre équipe à suivre et l'autre équipe surprise ce serait la Suisse pour moi. La Suisse qui a éliminé l'équipe de France malheureusement. Quand t'as raté ce péno là, Mbappé, non, c'est pas grave, c'est du passé. Il vient de marquer un quadruplé là, Mbappé. On sait que c'est un bête de joueur. Mais bon, la Suisse, ils ont des bons joueurs. Ils ont Shaqiri qui joue moyennement. On va dire que c'est pas le Shaqiri de Liverpool à Lyon. On sait que c'est pas un joueur fiable. Il a jamais été titulaire dans toutes ses équipes. Il a joué au Bayern, à l'Inter, il n'était pas titulaire. Mais bon, c'est un bon joueur. En tout cas, avec l'équipe suisse, il est performant. T'as Seferovic, c'est un attaquant qu'on connaît bien. Il a joué à Benfica. Il joue plutôt bien. T'as des petits joueurs comme ça qui jouent beaucoup en Bundesliga aussi. Non, je vais regarder un peu parce que des fois je me gourre sur les noms, j'ai pas envie de me gourer. T'as Akanji qui joue à la défense du Borussia Dortmund. Il est pas tout le temps titulaire, mais bon, c'est un bon joueur. T'as Ricardo Rodriguez, bien sûr, l'arrière gauche du Milan AC. C'est un très bon arrière gauche. En tout cas, en sélection, il joue bien. Au Milan AC, apparemment, il n'est pas titulaire parce qu'il y a Théo Fernandez aussi en même temps. T'as Xhaka qui est très décrié, qui est très critiqué à Arsenal depuis des années, mais bon, c'est quand même un des joueurs importants de l'équipe d'Arteta, de l'équipe d'Arsenal, et c'est un des joueurs importants aussi de la Suisse. Donc t'as des bons petits joueurs, ils jouent bien, ils jouent dans des bons clubs, ils sont pas tout le temps titulaires, mais c'est pour vous dire que la Suisse, c'est une équipe qui fait du bon boulot depuis des années, notamment avec Petrovic qui entraîne les Girondins de Bordeaux. Vladimir Petrovic, il a été remplacé par cette légende vivante. Je suis désolé, j'oublie les noms. Je suis un être humain. Les êtres humains aussi, on a des problèmes de mémoire. Il s'appelle, voilà, c'est une légende du football suisse notamment. Attendez 2 secondes. Sahin, voilà. Murat Yakin, pardon. Sahin, c'était le joueur turc. Murat Yakin, c'est l'actuel sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il fait du bon boulot. C'est une équipe un peu plus compacte avec lui, plus défensive qu'avec Petrovic. C'était une équipe un peu plus joueuse. Mais il fait du très bon boulot et il faut savoir que la Suisse est une équipe qui se qualifie régulièrement en phase finale de Coupe du Monde et de l'Euro. Ils font des bonnes performances, notamment ce quart de finale perdu contre l'Espagne lors de ce dernier Euro. Ils avaient perdu au penalty. Ils ont fait 2 très bons matchs. Ils ont réalisé 2 très bons matchs contre la sélection italienne. Ils ont fait 2 matchs nuls, même s'il faut avouer que Jorginho il a loupé 2 pénaux. Il y a des faits de jeu qui ont favorisé la Suisse, mais bon, ça fait partie du football. Dans le football, il faut aussi un petit peu de chance. Il faut de la réussite, c'est comme ça. Et la Suisse en a eu. Et ça fait plaisir de les voir terminer premier du groupe et surtout se qualifier en Coupe du Monde. Ils vont faire parler d'eux, j'en suis sûr et certain. Et pourquoi pas réaliser une meilleure performance qu'à l'Euro, ça va être compliqué, mais bon, on sait jamais, dans le football, ils peuvent créer une surprise. En tout cas, j'ai peur parce que c'est une équipe qui a une mentalité hors du commun et qui a vraiment envie de prouver à l'international, au monde entier, que c'est pas que les petits Suisses, quoi. C'est une équipe, c'est une sélection qui veut faire parler d'elle et qui a des talents en Suisse. Il y a du football en Suisse. Et on le voit dans ces équipes, par exemple, il y a les Young Boys qui jouent en Ligue des Champions, les Young Boys de Berne, la capitale de la Suisse. T'as bien sûr le Football Club de Bâle aussi. On sait que par exemple Federer est un très grand fan de cette équipe. Et je crois qu'il fait des investissements dans ce club. Je sais pas exactement son poste, mais en tout cas il travaille, il collabore avec ce club. On sait qu'il y a le FC Zurich aussi. Donc c'est une équipe de football. C'est un pays de football aussi, la Suisse. Il faut le reconnaître. Et ça fait du bien de les voir se qualifier encore une fois à une Coupe du Monde. Dans les équipes qui m'ont déçu, t'as l'Italie. Et l'Italie, les Rital. Je suis Rital, tu le sais. L'Italie, il n'y avait pas Marco Verratti d'abord pour le match contre l'Irlande. Je sais qu'il est très critiqué par certains observateurs, mais il faut avouer que c'est quand même un joueur très important du système de l'Italie, implanté par Roberto Mancini. On le sait, On le sait qu'il compte énormément sur lui. Il n'a pas joué ce dernier match, malheureusement. Et ça s'est vu au milieu de terrain de l'Italie. Je sens que l'Italie, ils viennent de gagner l'Euro. C'est une équipe ascendante, en tout cas, qui va crescendo. Pour moi, ça ne va pas faire partie des équipes favorites de la prochaine Coupe du Monde. Ils vont sûrement se qualifier en barrage, j'en suis sûr et certain, malgré le changement de format du barrage. On en parlera plus tard dans une autre vidéo.
C'est pas difficile à comprendre, c'est pas comme la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, tu comprends que dalle, mais avec les barrages de la Coupe du Monde, tu comprends un peu mieux. Je vais vous expliquer avec des mots simples, vous allez voir, et précis. Mais l'Italie, je ne mettrai pas parmi les équipes favorites, les sélections favorites pour la prochaine Coupe du Monde, mais c'est une équipe très belle à voir jouer en tout cas, qui pratique un très beau football et qui a un très bon milieu de terrain. C'est un des meilleurs terrains au niveau des sélections du monde pour moi, avec Marco Verratti, Jorginho, et des fois il y a Locatelli, et t'as Nicolo Barella bien sûr, le grand milieu de terrain de l'Inter de Milan. Mais je pense qu'il leur manque en attaque, et on en a parlé pendant l'Euro, ils sont pas assez efficaces, ils manquent de verticalité devant. Je sens que les Insigne, Chiesa, c'est le joueur le plus vertical, mais c'est vrai que les Insigne, les Immobile, ils sont pas assez efficaces devant, et j'ai l'impression qu'ils loupent pas mal de buts. Et ça porte préjudice à la sélection italienne. Ce n'est que mon avis. Hein. Ce manque d'efficacité leur porte préjudice. Et l'autre déception, c'est le Portugal. Qu'est-ce qui se passe au Portugal? Cristiano, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu marques plus de but là? Toi qui fais que planter là, qu'est-ce qui t'arrive? Cristiano, on peut rien lui reprocher, mais c'est vrai qu'il y a des débats autour de lui, autour de sa position sur le terrain. Il y a les mêmes débats à Manchester United. Est-ce qu'à cause de son âge, il devrait jouer avec un autre attaquant? Parce que sans l'empointe, on sent qu'il est esselé. Et quand il joue en tant qu'attaquant, en tant qu'ailier gauche, c'est plus le même Cristiano qu'à Manchester il y a quelques années au Real Madrid. Il fait plus ses longues chevauchées, il dribble plus autant de joueurs comme avant, il a plus la même vitesse, même s'il est rapide, hein, c'est un joueur très rapide, faut l'avouer. Et c'est un joueur qui va toujours marquer énormément de buts, mais j'ai l'impression que sa position idéale, ce serait plus de jouer avec un autre attaquant. C'est ce qui se dit en tout cas au Portugal. Les critiques et les observateurs de la sélection disent que Cristiano est incontournable, c'est une légende vivante de la sélection, il doit jouer tout le temps, il doit jouer les 90 minutes, mais c'est vrai qu'il faudrait l'installer en tant qu'avancante, mais accompagné d'un autre avancante pour qu'il puisse briller surtout. Parce qu'on sait que Cristiano il est toujours décisif dans les moments importants et dans les matchs importants surtout. Et le Portugal en a besoin pour le repêchage, et j'espère voir un Portugal se qualifier, parce qu'une Coupe du Monde sans Portugal, c'est triste pour moi. C'est morose, et pour moi ça ne devrait pas exister. Et surtout sans Cristiano. Mais le positionnement de Cristiano sur le terrain, c'est un des débats au Portugal, et c'est surtout la tactique mise en place par Fernando Santos qui laisse un peu bouche bée les observateurs, qui suscite beaucoup de critiques au sein de la presse portugaise, parce que on sait que le Portugal, son ADN, c'est un jeu flamboyant, c'est un jeu léché, c'est un jeu tourné vers l'attaque et vers l'offensive. Et depuis qu'il est à la tête du Portugal, Santos, on sait qu'il est très défensif. Ça a marché à l'Euro en 2016, ça a marché quand ils ont gagné la Ligue des Nations en 2017, il me semble. Mais c'est vrai que ça marche plus dans le football d'aujourd'hui. Ça ne fonctionne plus ce genre de tactique. Et je sens que Fernando Santos, il est un petit peu sur la fin. Il a fait du très bon boulot, mais il est plus sur c'est la fin d'un cycle pour lui, et je pense que la prochaine Coupe du Monde au Qatar, ça va être sa dernière Coupe du Monde, et ils vont avoir besoin d'un renouveau pour redonner de cette confiance à des joueurs importants au Portugal, parce qu'on sent que des Bernardo Silva, des Bruno Fernandes, des João Félix, des André Silva, des Danilo, ils ont plus la confiance. Ils ont la confiance du coach, mais tu sens pas tu les sens pas briller lors des matchs du Portugal. Tu sens pas un Bernardo Silva. C'est pas le même Bernardo Silva qu'à Manchester City. Il n'est pas flamboyant avec la sélection portugaise. La même chose pour Bruno Fernandes, qui est vraiment la tour du contrôle de Manchester. C'est le métronome, c'est le créateur de l'équipe des Red Devils. Et avec le Portugal, ce n'est que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce qui lui manquerait? Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour qu'il puisse avoir plus confiance en lui? Et se montrer surtout. Est-ce que c'est Cristiano qui est un petit peu... c'est un petit peu l'ombre de Cristiano, et donc jouer avec Cristiano, c'est difficile de briller quand tu as Cristiano à côté de toi? Ou est-ce que tout simplement c'est mental? Je sais pas, je suis pas l'entraîneur, mais j'espère que Fernando Santos ou le prochain entraîneur, le prochain sélectionneur trouvera les solutions, parce que avec un Portugal avec des joueurs, on dit au Portugal que c'est la meilleure génération confondue. On la compare même avec la génération des Figo, des Rui Costa à l'Euro 2000, des Fernando Couto, des Nuno Gomes. Donc c'est pour vous dire qu'on croit beaucoup en cette équipe, ils ont des joueurs exceptionnels, donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas déployer un très beau football et pratiquer ce beau jeu à la portugaise qu'on a vu tellement de fois dans un passé récent, dans un passé lointain. Donc on espère voir un Portugal flamboyant. Avec des joueurs comme ça, tu es obligé de bien jouer. C'est impossible que tu joues défensif. Fernando Santos, réveille-toi! Fais du Portugal, ce Portugal brillant, chatoyant.
On attend que ça, Fernando. Fais-le, fais-le. On croit en toi. Et au niveau des équipes qui m'ont le plus impressionné, on va mettre un bémol sur ça parce que elles ont été impressionnantes au niveau des résultats, au niveau de leur jeu, au niveau des buts marqués, tout ça. On pense notamment à l'Angleterre et l'Allemagne. Mais l'Angleterre et l'Allemagne, c'est des équipes c'est dur à analyser parce que c'est des équipes qui sont très fortes en phase de poule et dans les compétitions et surtout dans les éliminatoires. Ils peuvent cartonner les Saint-Marin, ils gagnent 4-0, 5-0, 10-0, 7-0. Harry Kane, il fait que planter des buts avec l'Angleterre, mais tu sens que c'est des équipes qui n'arrivent pas à franchir des paliers. Quand ils affrontent des cadors européens ou des cadors au niveau des sélections, des Argentines, Brésil, je sens que c'est pas des équipes qu'on réussit à montrer au fil du temps, qu'on réussit à montrer vraiment leur football, qu'on dominé des équipes comme ça. Il manque des tests. Par exemple, on va parler de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une équipe qui vient de marquer, d'infliger un 10-0 à Saint-Marin, qui est une équipe vraiment très faible pour... ça, c'est un autre débat. Hein. C'est une équipe très faible pour affronter des équipes comme l'Angleterre. Mais tu sens qu'ils ont des bêtes de joueurs, l'Angleterre. Ils ont des joueurs exceptionnels dans chaque ligne, vraiment. Et tu as même des joueurs remplaçants qui pourraient être titulaires facilement dans d'autres sélections. Non? Tu as par exemple il y a des Sterling, il y a des Grealish. Sterling, il est titulaire, mais Grealish, il est pas tout le temps titulaire. Il est titulaire à Manchester City. Tu as des Phil Foden qui est titulaire en club, mais pas en sélection. Tu as des Jadon Sancho qui est titulaire en club, mais pas en sélection, même s'il n'est pas titulaire en club en ce moment. Mais il devrait l'être, mais en tout cas, c'est un très bon joueur, c'est une promesse du football anglais. Tu as Harry Kane qui est assez exceptionnel. En milieu de terrain, tu as Jordan Henderson de Liverpool, tu as le joueur de Leeds, j'ai oublié son nom, désolé. Tu as l'arrière droit Alexander Arnold Trent, qui est pour moi le meilleur arrière droit au monde. Tu as vraiment des très très bons joueurs. En défense, tu as Tommy Maguire qui joue à Manchester United, qui est souvent décrié, mais c'est un bon défenseur en tout cas. En sélection, il est assez bon. C'est vrai qu'à Manchester United, il fait quelques boulettes, de temps en temps, ça lui arrive. T'as Joe Stones de Manchester City, des Citizens, qui est titulaire indiscutable avec les Citizens et qui fait un très bon travail, qui fait du très bon travail en défense avec l'équipe anglaise. Donc, ils ont une armada exceptionnelle, cette équipe anglaise. Ils ont des ailiers de partout. Franchement, c'est une équipe qui a un banc. Je pense que c'est un des meilleurs bancs au monde, l'Angleterre. Ils pourraient vraiment facilement mettre deux équipes. Ils pourraient aligner deux équipes contre n'importe quelle équipe au monde et ils pourraient facilement rivaliser. Donc l'Angleterre, ça fait partie toujours des favoris. En plus, ils sont en pente ascendante. Ils viennent de faire une demi-finale en Coupe du Monde 2018. Ils ont perdu contre la Croatie. Finale à l'Euro. Ils perdent malheureusement chez eux à Wembley contre l'Italie. Donc je pense que la prochaine Coupe du Monde, ils pourraient faire parler d'eux et ça va être une des équipes à suivre. Et moi, je les vois bien arriver en demi-finale et pourquoi pas arriver en finale et pourquoi pas s'imposer parce que l'Angleterre, il lui manque un titre collectif vraiment. Ça fait depuis 1966, leur première et dernière Coupe du Monde, ils n'ont pas gagné un seul titre. Donc ça manque au palmarès anglais et peut-être que ce sera l'année ou jamais pour l'équipe de Gareth Southgate de remporter un titre majeur avec cette sélection. Même si faut avouer que le travail de Gareth Southgate est très critiqué en Angleterre. On dit que c'est plus un manager qu'un entraîneur. Ça se passe beaucoup dans beaucoup de clubs en Europe, notamment avec Manchester United. On pense que des fois les entraîneurs c'est des bons managers, mais c'est pas forcément des très bons tacticiens. Et vice versa aussi, ça peut être des très bons tacticiens et des très mauvais managers par exemple. Et c'est le cas de Southgate. On dit que c'est pas un très bon tacticien, mais c'est un bon manager. Et avec cette équipe, il devrait logiquement faire partie des favoris pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et t'as l'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est difficile à analyser aussi parce que c'est une équipe en construction, notamment après le départ de Joachim Löw, qui a entraîné pendant plus de 15 ans cette sélection allemande. Et t'as Hansi Flick qui vient du Bayern, qui vient de l'école du Bayern, qui a entraîné 2 ans au Bayern. On sait ce qu'il a fait. Il a fait du très bon travail au Bayern. Il a remporté la Ligue des Champions notamment. Et lui, il s'est pas compliqué la vie. Hein. Il a ramené les joueurs du Bayern, il les a fait jouer dans leur position. Et quand tu regardes la Mannschaft aujourd'hui, c'est vraiment 80% c'est des joueurs du Bayern. Surtout au milieu de terrain, en attaque. Il a mis Thomas Müller en attaquant de soutien plutôt derrière l'attaquant, son poste de prédilection au Bayern.
T'as Werner qui joue pas à Bayern, qui joue à Chelsea. Mais Bayern, c'est un joueur un petit peu. C'est un bon joueur, mais il loupe énormément d'occasions. C'est ça le truc. Et c'est pas un attaquant de pointe, c'est pas son poste de prédilection. Lui, c'est plus un attaquant de côté. Et c'est un des problèmes majeurs en Allemagne, c'est que ça fait des années qu'ils ne trouvent pas d'attaquant remplaçant à Miroslav Klose. Vous vous en souvenez, l'attaquant qui a été le plus prolifique en Coupe du Monde, qui a marqué le plus de buts. C'était l'attaquant titulaire de la Mannschaft à l'époque, en 2010 notamment, en 2014. Et il leur manque un remplaçant, il leur manque un attaquant de cette envergure-là. Un attaquant qui pourrait planter des buts. Ils n'ont pas ce neuf-là. Et malheureusement, Werner, il paye un peu les pots cassés et il joue à ce poste-là parce qu'il manque un neuf, mais c'est vrai que c'est pas son poste de prédilection. Et t'as des Kai Havertz qui joue pas titulaire, mais c'est un très bon joueur qui est titulaire à Chelsea. L'Allemagne, c'est comme l'Angleterre, hein. Ils ont un vivier de joueurs, mais c'est exceptionnel. Ils ont un banc fabuleux. Ils ont des joueurs qui pourraient jouer titulaire dans n'importe quelle sélection, comme Kai Havertz et Thomas Müller par exemple, qui se disputent un petit peu le poste d'attaquant de soutien, de faux numéro 9, le fameux faux numéro 9, un poste clé aujourd'hui dans le monde du football. T'as Gnabry qui joue au Bayern, t'as Leroy Sané qui joue au Bayern, donc il joue en Allemagne en ce moment. T'as le milieu de terrain, un des meilleurs milieux de terrain d'Europe pour moi, Goretzka, Kimmich. Donc il s'est pas cassé la tête, il a remis l'équipe du Bayern et ça fonctionne bien. C'est quand même le premier sélectionneur à enchaîner 7 victoires consécutives. Donc c'est quand même, ce n'est pas rien. On va pas dire que c'est un exploit, mais surtout quand tu affrontes des petites équipes, mais c'est quand même quelque chose de positif à noter pour Hansi Flick. Il a redonné une mentalité positive et conquérante à cette équipe d'Allemagne, un jeu un peu plus fluide. Ses idées sont claires, contrairement à Joachim Löw. Il sait vraiment quelle tactique mettre en place. Il sait comment il veut que cette équipe allemande joue. Il veut vraiment un jeu vertical, un jeu vers l'offensive, vers l'avant, un jeu très, très rué vers l'attaque. C'est ce qu'il veut, avec des latéraux qui montent constamment, même s'il n'a pas les mêmes latéraux qu'il avait au Bayern avec Alphonso Davies et Benjamin Pavard. Il y a un Gosens quand même qui est plutôt un bon joueur qui joue à l'Atalanta. Mais bon, sa tactique, ça a été de remettre des joueurs du Bayern. On va voir si la mayonnaise va prendre. Moi, je pense que oui. De toute façon, je pense que leur objectif principal, ça va être plus... Ils vont recevoir le prochain Euro. L'Euro, ça va être en 2024. Et je pense que c'est là où on va attendre beaucoup de l'Allemagne. Ils vont avoir plus de pression parce que devant leur public, ils vont devoir s'imposer. Cette Coupe du Monde de Qatar, ça va être plus comme ils sont en phase de reconstruction, je pense que... Bien sûr qu'après avoir été éliminés en huitième de finale à l'Euro et au premier tour en 2018, malheureusement, en huitième de finale à l'Euro, ils ont été éliminés par l'Angleterre et on s'en souvient, et au premier tour de la Coupe du Monde, ils ont été éliminés, notamment, ils avaient fait une contre-performance contre la Suède, ils avaient été battus par la Corée du Sud, et le Mexique s'était qualifié à cette époque-là, et ça a été c'était vraiment un drame à l'époque, une tragédie pour l'Allemagne, et on espère que pour cette Coupe du Monde du Qatar, l'Allemagne puisse être performer et pourquoi pas se qualifier une petite demi-finale ou un quart de finale. Ça ferait du bien à la sélection allemande et à Hansi Flick et ça leur donnerait beaucoup de confiance pour affronter les prochaines échéances, notamment cet euro qui vont accueillir en Allemagne. Et ce sera un des favoris de cet euro. Je les mettrai dans les favoris, mais pour moi c'est pas un des gros favoris. L'Angleterre, pour moi, est beaucoup mieux armée que l'Allemagne, par exemple. Parce que ça fait des années qu'ils travaillent ensemble avec Gareth Southgate. Ils sont en pente ascendante et je pense que l'Allemagne va être performant lors de cette Coupe du Monde, mais ne va pas s'imposer. Peut-être qu'ils peuvent créer une surprise, on ne sait jamais avec l'Allemagne. De toute façon, l'Allemagne, ils doivent être toujours favoris, ils font toujours partie des favoris, peu importe la compétition. Mais c'est vrai que moi, je ne les vois pas. Je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas voyant, mais... Je ne les vois pas remporter cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, je les vois bien. Je vois l'Allemagne bien y figurer. Minimum peut-être un quart de finale ou une demi-finale pour l'Allemagne, non, pour Mannschaft. Et on va terminer par l'équipe de France. Le bleu, l'équipe de France, l'actuel champion du monde, attention, et le vainqueur de la Ligue des Nations, qui a connu une petite crise, une mini-crise, notamment pendant l'Euro, où ça n'a pas fonctionné, vraiment. La tactique n'a pas fonctionné.
il a dû vraiment faire un changement. Il a mis un petit peu au placard, j'aime pas trop cette expression, mais il a mis au placard Olivier Giroud. Il a plus appelé en équipe de France. Et le fait qu'il ait rappelé Benzema, ça a donné ça a donné une nouvelle mentalité à cette équipe. Ça a donné un vent frais à l'équipe de France. Le fait que Benzema arrive, surtout pour le jeu offensif de l'équipe de France et surtout pour Mbappé, qui se sent pousser des ailes. Mbappé, depuis qu'il y a Benzema, vraiment, il se sent... il sent qu'il a un joueur à ses côtés de talent, un joueur de classe mondiale. Et ça, c'est génial. Tu le sens dans les combinaisons. Par exemple, le dernier match contre la Finlande, le 1-2 qu'il a fait avec la petite talonnade avec Benzema et le but de Benzema, c'est vraiment, ils s'entendent les yeux fermés et je sens qu'il apporte énormément Benzema à cette équipe de France. Et ça s'est ressenti à l'Euro parce que ça a été le meilleur buteur et ça s'est ressenti notamment à la Ligue des Nations qu'ils ont remporté haut la main, notamment contre la Belgique en demi-finale et contre l'Espagne en finale. Ils avaient marqué 2 buts les deux, Mbappé et Benzema, et lors de ces 2 derniers matchs de phase éliminatoire contre la Finlande et contre le Kazakhstan, ils ont marqué 8-0. Il faut savoir que l'équipe de France de Didier Deschamps n'avait jamais marqué autant de buts dans un match. C'est une équipe qui était capable de, contre les petites équipes, ils pouvaient gagner 2-0, 3-0 à la limite, mais pas plus. Et là, ça faisait plaisir de voir une équipe de France vouloir marquer plus de buts, être plus offensif. Et c'est ce qu'on attend de l'équipe de France. C'est ce qu'on attend de toi, Didier Deschamps. Et surtout, il y a le retour de Benzema qui a fait du bien à l'équipe de France. Et il y a surtout aussi le changement tactique. Il est passé d'un 4-3-3 à un 3-5-2. Et ça a facilité les couloirs, surtout le couloir gauche. Il a appelé Théo Hernandez, qui est excellent avec le Milan AC. Et on sait que lui, il est plus à l'aise dans un système à 3 défenseurs, là où il peut vraiment monter et faire des centres et apporter ce que l'on connaît de lui, non? Parce que c'est un joueur qui est capable de marquer beaucoup de buts, notamment en jouant en tant que latéral arrière gauche, il est capable de marquer des buts. Et tu as notamment ce débat en France où lors du match contre le Kazakhstan, tu as Coman qui joue en tant qu'ailier droit au Bayern et qui a joué en tant qu'arrière droit au couloir droit de l'équipe de France. Il a remplacé Pavard. Et on a trouvé qu'il était flamboyant, bien sûr spectaculaire, parce qu'il n'y avait pas forcément une rivalité. L'adversaire en face, il n'était pas à la hauteur, franchement. C'est sûr que si tu vas affronter une sélection comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, je ne sais pas si avec Coman ça va faire l'affaire, mais moi en tout cas, ça me fait plaisir de voir un Deschamps offensif comme ça, et une équipe de France séduisante. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Et peut-être que ce sera le futur de l'équipe de France à la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, je pense qu'au niveau tactique, il ne va pas changer. Il va continuer d'évoluer avec un 3-5-2. Et qui sait si Coman pourrait jouer dans ce couloir droit, ça pourrait apporter énormément offensivement à l'équipe de France. Parce que Pavard, c'est un joueur plus défensif. C'est un joueur... Son poste naturel, c'est défenseur. Donc, c'est arrière central. Ou défenseur droit. C'est pas un arrière droit. Il a été reconverti arrière droit parce qu'il manquait de joueurs à ce poste-là. Et pourquoi pas un Coman là? Il y a aussi des joueurs par exemple qui n'ont pas été appelés en équipe de France, comme Jonathan Clauss qui brille avec le RC Lens, qui pourrait être appelé en équipe de France et qui joue lui notamment dans un système 3-5-2. Mais bon, avec Deschamps, on sait que Deschamps il est très pragmatique. Donc le pragmatisme, ça fait partie de la marque de fabrique de Deschamps. Donc je sais pas s'il va prendre des risques comme ça, mais en tout cas nous, en tant que supporters français, on espère qu'ils prennent des risques et qu'ils mettent pourquoi pas un Coman au couloir droit, et ça pourrait apporter, ça pourrait animer offensivement l'équipe de France. Mais en tout cas, je mets parmi les favoris, je mets bien sûr l'équipe de France, avec l'Angleterre et l'Allemagne, pourquoi pas. C'est les équipes qui m'ont le plus impressionné pendant cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde au Qatar. Et je pense que ça fait partie des favoris pour la Coupe du Monde. Il y a aussi l'Espagne, même si l'Espagne, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est une équipe qui pratique un très beau football de jeu de possession, mais c'est un peu comme l'Italie. Il manque d'efficacité devant, donc c'est pour ça que je ne les mettrai pas parmi les favoris. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui les potos. On termine avec cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été très long, je vais essayer d'être plus court pour les prochaines vidéos, ça va être un de mes objectifs. Prenez soin de vous, kiffez le football, kiffez le sport, parce que le sport ça a changé ma vie et ça change la vie de n'importe qui. Le sport c'est quelque chose de fabuleux et prenez soin de vous. On se voit très bientôt. À bientôt les potos, ciao.